Samedi 24 janvier 2015, cette semaine dans le grand show de l'info, demain auront lieu les législatives en Grèce. Syriza est-il prêt à gouverner? Nous nous sommes posé la question. Gros plan sur la loterie espagnole qui représente quelque chose de très important chez les Espagnols avec notre spécialiste Marie-Christine Patourreau. Au salon de Détroit, les voitures de sport et modèles puissants sont présents en force et l'embellie économique profite à toutes les catégories de véhicules. Sans oublier l'édito de la semaine avec un sondage historique très intéressant. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info, exceptionnellement cette semaine sous la neige. Alors que des dizaines de commémorations importantes vont se succéder cette année, à commencer bien évidemment par celle de la libération d'Auschwitz, ce sera dans quelques jours, un sondage mené auprès de 31 172 jeunes de 16 à 29 ans dans 31 pays livre un portrait d'une jeunesse assez bien informée sur un plan historique, condamnant sévèrement les régimes communistes et nazis tout en se méfiant grandement des démocraties. En tout cas, ces résultats sont quand même plutôt rassurants puisque selon une enquête réalisée par Le Figaro, les résultats donc de cette enquête commune sur les mémoires du XXe siècle et du début du XXIe siècle nous montrent que si les connaissances de la Première Guerre mondiale sont parcellaires, avec à peine 39% des répondants qui s'estiment bien informés, les nouvelles générations ont à plus de 51% le sentiment d'avoir des connaissances approfondies sur la Seconde Guerre mondiale. Les Européens s'estimant particulièrement informés, seuls les Japonais se disent démunis devant cette période en dépit de l'implication de leur pays dans le conflit. En tout cas, l'écrasante majorité d'ailleurs des Allemands porte un jugement approprié sur le rôle de son gouvernement pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut cependant s'étonner de lire qu'un cinquième de cette jeunesse a le sentiment que ce gouvernement agissait en faveur de la liberté et de la dignité humaine à cette période. Autre surprise également, si on les interroge sur leur perception des régimes démocratiques, on observe qu'ils suscitent un jugement beaucoup plus favorable que le régime nazi et communiste, mais que l'écart de jugement n'est pas celui que l'on pouvait attendre. Plus d'un tiers des répondants sont d'accord avec l'idée selon laquelle les régimes démocratiques ont provoqué la mort de millions de personnes, sans doute, répondent-ils, à l'esprit des victimes d'Hiroshima ou des guerres coloniales. Le sondage sur les mémoires des jeunes révèle également le grand triomphe de l'école. En effet, le classement ne varie jamais, l'école est la première des connaissances de l'histoire, bien évidemment. Les jeunes Français se définissent par ailleurs comme marqués par un certain pessimisme et une forme de méfiance. En effet, pour 69% d'entre eux et des jeunes Européens contre 64% des non-Européens. Enfin, dans la partie consacrée aux mémoires à venir, si pour les nouvelles générations, la mondialisation est massivement considérée comme une opportunité, ce n'est pas le cas de la France. En effet, la France fait partie des pays qui redoutent la globalisation et termine en queue de peloton sur la moyenne européenne. Les jeunes Français se caractérisent aussi plus que les autres pays par leur attachement important à la protection sociale. Enfin, j'aimerais terminer par justement les 3 événements importants, les plus importants depuis 1989. Selon les Français, c'est les attentats du 11 septembre, bien évidemment, avec 64%, suivi de la crise économique et financière de 2008, avec 30%, et enfin la chute du mur de Berlin, avec 49%. Vous pouvez voir également les autres chiffres, ceux des États-Unis, de la Chine, de l'Allemagne et de la Grèce. Parlons à présent de toute autre chose. À une journée des élections législatives anticipées en Grèce, la coalition de la gauche radicale d'Alexis Tsipras semble être favorite. Reste à savoir si Syriza a assez d'expérience pour gouverner. Ce qui est sûr, c'est que les Grecs attendent du changement. Regardez ce reportage. L'avenir a commencé, c'est écrit en grand. En effet, c'est la grande messe du parti, on veut y croire. Le Syriza se prépare au pouvoir et les Grecs au lendemain qui chantent. Mais le Syriza est-il prêt à gouverner? À l'université d'Athènes, on a des doutes. Il n'est pas prêt à gouverner, il n'a pas l'expérience,
ni assez de cadre rompu au rouage du pouvoir. Quelques rues plus loin, Fotis, un commerçant, est venu écouter un député indépendant qui fait campagne avec le Syriza. Avant, il votait conservateur, mais aujourd'hui, il doute. Je ne m'attends pas, une fois le nouveau gouvernement élu, à ce que tout change du jour au lendemain. On doit être patient, mais au moins à avoir un avenir devant moi, un espoir que quelque chose va changer. On a besoin d'espoir, les gars, pas de menaces, d'espoir. En tout cas, il sait que le Syriza n'aura aucune période de grâce. Et on est à présent avec Marie-Christine Patoureau. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Bienvenue dans le grand show de l'info en 2015. Encore une fois, bonne année à tous nos téléspectateurs et à vous. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la loterie de Noël, qu'on appelle aussi El Gordo, qui existe depuis 1812. C'est donc une institution en Espagne, hein, Marie-Christine. C'est tous les 22 décembre. Le 22 décembre, et tous les Espagnols de partout l'attendent, de la plus grande ville jusqu'au plus petit village. Eh oui, donc c'est assez impressionnant. D'ailleurs, beaucoup de villes gagnent, beaucoup de villes jouent ensemble les mêmes numéros et gagnent. Oui, absolument, parce que, bon, déjà, il faut dire que les Espagnols aiment beaucoup jouer. Oui, c'est des joueurs. L'Espagnol est joueur. En plus, la loterie, on voit quelquefois des queues devant un bureau de tabac ou autre. On se demande, mais pourquoi? Eh bien, parce qu'ils attendent d'acheter leur 10e. Eh oui. Et alors, expliquez-nous toute l'année, ils adorent jouer à la loterie. Et alors, bien sûr, le 22 décembre, c'est le grand jour de tous les espoirs. Alors, il y a quand même une très grosse somme à se partager. C'est 2,5 milliards. Oui, c'est beaucoup. C'est énorme, 2,5 milliards. Alors, comment ça se passe? Eh bien, dans les usines, dans les fabriques, dans les magasins, un peu partout dans les villages, les bars, il y en a un qui achète un numéro à 200 €. Et puis, il revend des dixièmes à d'autres personnes. Et chacun achète un billet suivant l'argent qu'il veut mettre. Eh oui. Mais quand même, la somme est tellement énorme que on est à peu près sûr de faire plaisir, que chacun est presque sûr de se faire plaisir. Et oui, c'est ça qui est intéressant. C'est ça. Avec cette loterie espagnole. Avec cette loterie, surtout, à se partager. Alors, ce 22 décembre, chacun est fébrile à attendre le résultat. Et oui. Et alors, je ne sais plus trop où ça se passe, mais c'est très très officiel à Madrid, avec huissier et tout. Et puis, ce sont des enfants qui doivent tirer les petites boules où sont marqués les chiffres. Et alors, quand ils tirent la boule d'un sac, il doit chanter à tue-tête ce numéro jusqu'au jury qui le récupère. Et on voit écrit en gros, s'afficher en gros le numéro. Alors je pense que toute l'Espagne est suspendue au résultat. Oui. Boule par boule. Oui. Il y en a combien au total Alors normalement il y a 5 numéros. Oui. Mais après, c'est assez compliqué parce que... Pour 5 boules seulement, non, il y en a bien plus. Il y en a bien plus. Alors, il y en a beaucoup. Mais quand même, c'est pour ça qu'il y a tant de gagnants. Et alors, mais ces enfants qui chantent, on tire le collège au sort chaque année. Alors, et puis, c'est un grand honneur de pouvoir annoncer les numéros gagnants en hurlant, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit du chant. Et avec un petit air, sur un air vraiment amusant, parce qu'ils ne crient pas, c'est quand même un genre de chanson, mais je ne sais pas comment ils s'y prennent, en tout cas ils réussissent bien. Et alors, cette loterie donc rassemble les foules en Espagne, et ça permet également de rassembler tout le pays. Absolument. Combien de personnes jouent, on ne sait pas exactement, mais tout le pays presque. Avec 98% des Espagnols. Hein. Alors 98%, c'est énorme. Ah ben c'est toutes les familles. Voilà, toutes les familles. Alors par exemple, un grand-père va acheter un dixième, et puis après, chacun va peut-être mettre. En général, ils mettent 20 €. Voilà, 20 €. Avec 20 €,
avec 20 euros, ils peuvent gagner quand même 200 000 euros. Et oui, ce qui est intéressant. Voilà. Et c'est une idée de qui cette loterie espagnole? C'est le roi qui s'en occupe 1812, je me demande. Hein, oui. Parce que... C'est quand même assez impressionnant. Et tout cela est géré par l'État. Ah oui, ça. Il n'y a pas d'entreprise comme en France, la Fédération française des jeux qui s'occupe. Bon, il doit y avoir une catégorie ou une société. Mais bon, c'est l'État espagnol, quoi. Très bien, oui. Ça rentre dans les caisses de l'État, à mon avis. Oui. Alors, une grande histoire qui avait passionné les foules, c'est la ville de Sodeta, en Espagne, hein, qui avait gagné tous ensemble le loto. Et en fait, c'était une ville ouvrière plutôt, hein, de classe assez populaire. Et du jour au lendemain, cette ville s'est retrouvée millionnaire, milliardaire. Absolument, voilà. Revenons à la loterie. Oui, on revient à la loterie. Après, ça continue tout au long de l'année. Il y en a une début janvier, il me semble. Alors oui, donc mais la plus grosse, c'est la plus grosse, c'est le gordo, comme ils disent, la grosse loterie. C'est le 22, c'est pour Noël. Après, ils en refont une autre pour le jour de l'an. Alors, c'est quand même moins important, encore que à la télévision. Il y a encore des grosses sommes et la télévision permet. Voilà. Et puis après, tout au long de l'année, on peut acheter des billets de loterie tout au long de l'année et les gens achètent beaucoup de loteries. Hein. Ça fait partie, je ne sais pas si en France le loto est aussi... ils aiment aussi parier parce que les paris sur les matchs de foot, les paris un peu partout, voilà. Oui. Très bien. Mais beaucoup, la loterie, c'est vraiment une institution nationale. Merci beaucoup Marie-Christine. C'est la spécialiste Espagne et on est très heureux de l'avoir avec nous dans le grand show de l'info. On vous retrouve très prochainement en 2015, bien évidemment. Voilà, merci beaucoup. Merci Marie-Christine. On va parler à présent de Détroit, puisque la semaine dernière ça a été le salon de l'auto à Détroit, un symbole de la grande forme du secteur automobile aux États-Unis. Les voitures de sport et les modèles puissants sont présents en force au salon de Détroit. Marie-Christine, vous allez vous acheter une voiture de sport J'aimerais bien. On regarde tout cela. Voilà. Une entrée sur scène digne des plus grands pour la nouvelle voiture sport de Ford, la GT, censée rivaliser avec Ferrari et McLaren. Au salon de Détroit, le constructeur a présenté des nouveaux modèles placés sous le signe de la performance. Mais l'Américain n'est pas le seul à avoir fait ce choix. Même tonalité chez Lexus, la marque de luxe de Toyota, qui a présenté une voiture de course, la RCF GT3. L'autre géant japonais, Honda, a lui dévoilé une hybride surpuissante. La NSX offre une combinaison unique avec un moteur à essence et un moteur électrique pour une accélération instantanée. Les sensations pour le conducteur sont les mêmes que celles ressenties dans le cockpit d'une Formule 1. Loin d'être une Formule 1, la Bolt de Chevrolet a aussi été très remarquée, preuve que les voitures vertes ne sont pas forcément éclipsées par cette avalanche de modèles sportifs. L'embellie économique aux USA profite tout de même à l'industrie automobile. Dans toutes les catégories de voitures, il y avait quelque chose de nouveau sur ce salon. C'est cela le thème cette année. Tous les secteurs du marché profitent de l'optimisme qui règne dans l'industrie automobile en ce moment. Toutes les voitures présentes ici sont de meilleure qualité, plus performantes. Elles sont plus avancées et c'est le cas pour tous les types de modèles. Retour de la croissance, faible taux d'emprunt et voitures vieillissantes, autant de facteurs qui poussent les consommateurs américains chez leurs concessionnaires. La chute spectaculaire des prix du pétrole jouerait aussi un rôle non négligeable, un impact nuancé néanmoins par certains constructeurs. La baisse des prix du pétrole peut faire une différence d'un mois sur l'autre, mais ça ne change pas notre stratégie. Sur le long terme, la consommation doit s'améliorer et les émissions de CO2 doivent baisser. Les prix du pétrole ne changent pas notre vision à long terme. Mais si les grands groupes préfèrent penser de nouveaux modèles économiques, la baisse du prix à la pompe a déjà fait réagir les automobilistes américains. En effet, les ventes de pick-up dans le pays sont à nouveau au plus haut. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis et rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles actualités, toujours sur legrandshow-de-l'info.fr. La semaine prochaine, nous serons bien évidemment de retour en studio. Salut à tous.